Je suis professeur à NYU, New York University, depuis 23 ans. Les LLM, c'est une révolution, mais ce n'est pas une voie royale vers l'intelligence de niveau humain. Les LLM, il leur manque quelque chose d'essentiel pour atteindre ce type d'intelligence. Donc l'idée qui est toujours très répandue que pour arriver à l'intelligence de niveau humain, il va suffire d'augmenter la taille des LLM est totalement fausse à mon avis. Alors comment faire pour faire un deuxième cerveau sécurisé de vos données? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on va créer une base de données avec Obsidian dans l'interface Claude, mais ce que je vais vous apprendre pour Claude est aussi valable avec ChatGPT. L'objectif, c'est d'optimiser notre système de fonctionnement. Ce qu'il faut éviter absolument, c'est de rentrer dans la zone de rot context. La zone où on surcharge le modèle en quantité de contexte, ça va épuiser votre forfait et surtout, ça va perdre en performance. On va essayer de tout coder ensemble et de déployer, de tester un système deuxième cerveau local Obsidian en utilisant Claude Code. Et on va faire ça ensemble. Quelle est la différence principale entre Obsidian et un système RAG? Obsidian, c'est une base de données en format Markdown, c'est-à-dire un système qui permet en fait de lire du texte. L'avantage de ce système, c'est que ça nous permet également de faire des représentations visuelles où on détermine des liaisons. Mais attention, ce n'est absolument pas un RAG. Les fois précédentes, on a vu les systèmes RAG. On a travaillé sur des data sources, on a inséré des métadonnées et on a effectué un chunking. Après cette étape, on les a envoyés dans une base vectorielle, le vector database. Cette fois-ci, on va s'arrêter à l'étape du chunk. L'objectif, créer une base de chunk directement sur l'ordinateur, mais on va coder des agents IA qui vont récupérer ces données. Alors, la difficulté, et ce qu'il faut éviter, maintenant qu'on a bien nettoyé nos bases, c'est de saturer le contexte de Claude. Claude, c'est une IA qui revient vite cher. Donc, pour optimiser Claude CLI, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coder des agents IA. Voici ce qu'on va coder dans cette vidéo. Alors, n'ayez pas peur si vous ne codez pas, j'ai déjà tout codé, mais il se peut qu'il y ait des bugs. Et j'ai envie de vous montrer comment on va les corriger, comment on va optimiser. Ça va être une façon d'apprendre. Notre système va être conçu avec 3 agents IA. Un système qui va faire de la recherche de la base de données. Une fonction qui s'appelle une fonction grep. C'est une recherche de mots-clés qui est lancée par Claude. Et on va utiliser un algorithme, le BM25 et le TDF. Ce sont 2 algorithmes qui répondent à l'ordre de la milliseconde. C'est hyper rapide. Si les 2 modèles ne trouvent dans la base Obsidian, c'est un agent IA qui va utiliser les structures index. Lorsqu'on va créer notre base de connaissances de deuxième cerveau avec Obsidian, ce qu'il faut faire, c'est créer une structure d'index. Cet index va permettre, grâce à la reconnaissance sémantique, donc on n'est plus sur l'algorithme, d'aller rechercher les keywords. On va éviter comme ça de saturer l'interface. On va le tester, on va le déployer ensemble. Et si ça marche, la version corrigée, je vais la mettre dans les formations, dans les cours. Dans le tuto précédent, je vous ai montré comment on extrait les données à partir de documents, de PDF, les métadonnées d'identification. Une fois qu'on a préparé notre base, on va directement la mettre dans l'interface. Donc on va retrouver notre index racine et la structure à l'intérieur des chunks. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de déployer la partie du soft. Pour le déploiement, je vais certainement utiliser Claude Sonnet. Je vais partir sur une nouvelle conversation. Donc vous faites 2 fois escape, vous faites un clear de conversation. Et après, vous passez sur le modèle Sonnet. En raisonnement, on va passer sur du XI, Claude Sonnet 4.6 XI. Et par-dessus, je vais rajouter un système de avisor pour pouvoir gérer certaines problématiques. Et on va mettre un opus 4.7 par-dessus. On optimisera comme ça les... Donc dans l'idée, j'ai en fait tout codé les éléments qui sont ici. On va le faire déployer par opus. Donc, je vais lui indiquer le répertoire d'installation et le répertoire racine. Alors, pour avoir les répertoires, vous cliquez en fait bouton droit et vous allez sur Copy Path. On va lui donner le répertoire racine pour les commandes, les agents, les scripts, qui va être le répertoire principal. Alors, on va faire ça vraiment en live pour un tuto d'installation. On va voir si ça marche, s'il y a des choses à corriger. Pour un système de démarrage, moi, je fais toujours un fichier de README. Ça permet en général au modèle de lui dire follow, step, install les packages et qu'il me pose des questions si des éléments sont pas clairs. Ce que je vous conseille de faire, c'est de passer en mode plan mode, de vérifier comment il va recevoir l'information. Donc on va partir là-dessus et on va regarder quelles sont les questions qu'il va me poser, de quoi il va avoir besoin. Donc il voit qu'on a le fichier README de BM25.
Donc il va explorer la structure complète du fichier. Donc moi je fais toujours un fichier d'install, c'est un peu comme un programme où on lui explique dans quel ordre il doit le faire, quels sont les packages et quels sont les tests à la fin qu'il doit lancer au niveau du run. Et comment il doit vérifier ses actions. Les boucles agentiques doivent être composées toujours de ces 3 séquences pour fonctionner. Il faut toujours être dans un système de boucles agentiques. Chaque fois que vous travaillez avec l'IA, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que votre prompt doit lui dire qu'est-ce qu'il doit récupérer, à quel moment, quelle action il doit prendre. Il ne faut pas démarrer, à mon sens, directement en disant à une IA « code-moi quelque chose ». Je pense qu'il faut toujours préparer en amont toute la structure avec les éléments de code qui sont déjà à l'intérieur et ensuite lui dire « prends les éléments, installe-les dans les répertoires et ensuite on vérifie si le test, donc on a une batterie de test, fonctionne ». Si vous voulez apprendre à utiliser l'intelligence artificielle, il faut sortir de la logique un prompt parfait et l'IA travaillable. Ce que vous allez apprendre avec les formations, c'est comprendre qu'est-ce que c'est qu'une IA, qu'est-ce que c'est qu'un dataset, comment on optimise les contextes, les mémoires, les memories. Vous allez apprendre à coder vos propres agents IA pour votre business, pour votre entreprise. Toutes les infos sont en description, que vous soyez débutant ou avancé. Cette formation est conçue pour devenir le meilleur du marché en moins de 15 jours. 80 heures de cours, mise à jour incluse, à faire à votre rythme. Toutes les infos en description. Donc, l'installation, où installer le BM25. Alors, ouais, on va mettre un folder BM25, ça me va. Donc on valide. Dans votre interface, moi je vous conseille de faire un système cache comme j'ai fait ici. Ça me permet de contrôler toujours l'avancée de ma mémoire contextuelle. Dès que vous rentrez dans une zone 70-80, vous savez que ça va être full. Donc anticipez le problème avec Claude notamment. Sinon vous êtes toujours sur des fenêtres à 1 million. Et le problème des fenêtres à 1 million, alors sur Sonnet 4.6, on a une précision de 76%, donc c'est plutôt pas mal. Mais par contre c'est pas du tout le cas avec Claude 4.7. On a un très gros drop, on est à 36%. Donc aujourd'hui, il faut attendre que Anthropic résolve ce problème de précision dans la fenêtre contextuelle. Ce qui fait que quand vous dépassez les 250 000 tokens, vous payez plus cher et vous perdez beaucoup en précision, ce qui va amener systématiquement à des erreurs. Donc, travaillez toujours avec le contrôle de votre fenêtre de travail. Un élément aussi qu'il faut comprendre, c'est que quand vous envoyez un système, il va lire l'intégralité du package. Donc, ça veut dire que tout ce qui est codé va être envoyé dans la fenêtre contextuelle et va être mis en cache. Alors, l'avantage qu'une fois que c'est mis en cache, vous le repayez pas une deuxième fois. Tout ce qui a été déjà envoyé dans le système d'Anthropic va rester dans la mémoire. Ça, on va pas le payer plusieurs fois. Ce qu'on va payer en revanche, c'est le fait de relancer la machine pour lui dire maintenant tu vas exécuter. Le point capital de démarrage, c'est de toujours commencer un système avec un plan mode. On va permettre de vérifier s'il a compris ce qu'il a à faire, de préciser s'il n'a pas compris, et c'est la seule manière en fait de faire exécuter des workflows qui vont être longs. Là, si on regarde bien, ça fait à peu près 6-7 minutes qu'il est en train de travailler, et quand il va donc installer l'intégralité, ça peut prendre peut-être un quart d'heure. Donc pour stabiliser les systèmes, toujours démarrer par un système plan. Alors les systèmes plans, je vous rappelle la fonction, c'est Maj, Tab, vous cliquez dessus et vous basculez sur le système plan mode que vous avez ici en bas. J'ouvre une parenthèse, moi dans les settings, vous voyez que j'ai accès à tout son système de raisonnement. Donc le système de raisonnement, je l'ai activé, par défaut vous l'avez pas. Il faut aller dans les paramètres de setting pour pouvoir y accéder. Setting, vous avez une variable qui s'appelle verbosity. Et c'est là que vous l'activez et ça vous permet d'avoir accès à tout son système de raisonnement. Alors, on va vérifier le comportement du modèle. Installation du kit BM25, donc de l'algorithme des fonctions rep, à partir des fichiers. Donc, c'est très important d'avoir codé en amont. On va gagner du temps et ça va permettre, de vérifier aussi les répertoires. Donc, il a compris mon répertoire d'installation, le fichier racine de Claude, la source et le point où il va mettre les algorithmes et les librairies. Donc, on va faire du PowerShell, installer les scripts, les assets, déployer Claude dans les assets, substitution des chemins dans les assets déployés, parfait. Parce qu'en fait, quand vous codez, vous pouvez pas marquer forcément votre répertoire à vous. Je vais vous montrer un fichier pour que vous ayez une idée. Quand vous codez, vous mettez en fait des répertoires génériques. Donc, il faut qu'il y ait une substitution des répertoires. Et ça fait partie des commandes que j'ai rentrées au niveau des codes. Et normalement, voilà, il y a les variables d'environnement, test de vérification à la fin. Donc, pour moi, tout est bon. Il a tout compris. Et ensuite, vous avez la partie du code. Là, vous avez la réponse du LLM. Moi, ce que je regarde systématiquement, c'est comment il a raisonné. Ça m'intéresse de comprendre ça. Une fois que tout est bon, je peux envoyer. Et on va partir sur bypass permission. Alors, pour les fonctions bypass permission, je vous montre juste la commande si vous la connaissez pas. Vous tapez Claude donc dash dangerously skip permission au pluriel. Ça permet en fait de mettre Claude en mode sans limite.
sur le plan d'écriture. Allez, c'est parti, on commence donc le déploiement et l'installation. Pour moi, en fait, je vous donne mon avis par rapport à ce que j'ai pu voir sur les tutoriels, sur Obsidian et toutes les conseils qu'on a pu voir des influenceurs. Je vous donne vraiment mon avis sur la question. Primo, ce que vous avez compris, c'est qu'on ne peut pas envoyer des documents de 58 pages à chaque fois que vous posez une question, parce qu'on va exploser les forfaits en 4 secondes. Ensuite, ça n'existe pas, je vous le dis, vraiment en toute honnêteté. Un système qui est autogéré, qui est capable, le LLM, donc Claude, de gérer tout seul l'Obsidian en mettant en mémoire. C'est pas possible. Je rentre pas dans trop de détails techniques, mais le modèle n'est pas capable de travailler sur tout le type de documents, sur différents sujets. Si vous traitez qu'un seul type de sujet, vous pouvez configurer un système. Mais si vous travaillez sur des sujets différents, de la comptabilité, du marketing, après peut-être des documents personnels, vous pouvez pas créer un système qui gère tout en même temps. Vous pouvez, mais c'est très complexe à mettre en place. Donc, ce que j'ai vu, et à mon sens, il est nettement préférable d'intervenir en tant qu'humain au bon moment, de prendre le choix d'avoir que 2 fonctions et pas de noyer la machine. Les 2 fonctions, 1, c'est poser des questions. 2, c'est gérer les index. Toute l'architecture, elle est pensée pour être fonctionnelle sur un petit ordinateur. Donc, il n'y a pas de RAG, mais on va utiliser les captures d'index. Donc maintenant, on va tester, on va voir ce que ça va donner. Allez, on va ouvrir une nouvelle session. Je vais me mettre en split terminal, comme ça on pourra voir s'il y a des corrections à apporter. Au niveau du sonnet, cette fois-ci en effort de raisonnement, moi je vais rester en médium. Alors médium, c'est pas dingue, je vous le dis. Sur la documentation, c'est high au minimum. On va le tenter quand même. On va voir ce que ça donne. Donc, ce qu'on va tenter maintenant, c'est une wiki query. Donc, je vais voir déjà si mes fonctions sont présentes. Donc ici, il attend ma demande. Donc, wiki query. Vu que la documentation va parler de DeepSeek, on va lui poser la question. Alors, un point qu'on va aborder de suite, vu que les fonctions, c'est des fonctions regex, donc les fonctions regex, ce sont des fonctions qui vont chercher des mots-clés. On va pas du tout, dans un premier temps, utiliser le cache et le contexte. On va envoyer des algorithmes Python pour faire la recherche parallèle. Donc, ce qu'on va vouloir rechercher, il va falloir le taper de la même manière dans laquelle c'est probablement écrit. Comme le document en anglais, je vais lui donner des mots à aller rechercher. Je vais dire de chercher l'auteur, la date, juste ces 2 éléments pour commencer. Je veux juste voir si derrière, on va avoir un matching. Vous avez vu ce qui s'est basculé, ça a été ultra rapide. Il n'a pas trouvé de matching direct, il a basculé directement avec l'agent IA. Et l'agent IA, on va voir comment il va fonctionner. Je vais regarder s'il va regarder le bon fichier. Donc, il a pris le fichier index. Si vous tapez CTRL-O, vous avez accès à tout le raisonnement qui se déplie. Donc, on voit qu'il a délégué à WikiQuery, c'est ce que j'ai tapé comme fonction. Il a envoyé une recherche sur l'auteur et la date. On a les valeurs qui sont préconfigurées. J'ai mis un top K égale à 5 et profondeur égale à 3. Donc, premier élément, il a utilisé une fonction glop et grep, donc il l'a bien fait, pour rechercher dans tout le répertoire. Il a trouvé une métadonnée. Forcément, c'était le fichier d'origine, avec le terme auteur et date. Donc, il a matché 2 mots. Donc, ça, c'est intéressant. C'est pour ça que je vous dis, les métadescriptions sont hyper importantes. Donc, on a un match. Donc, c'est le document d'origine. Ce qui... je réfléchis en même temps avec vous pour voir comment on va l'optimiser, comment on va mettre en place. Ce qu'il faut éviter, au final, c'est d'injecter le document en entier. C'est pas l'objectif. On n'aura pas gagné du temps. À partir de l'index, il a pu récupérer des informations qui sont la date de publication. OK ? Et à partir de l'index, il a récupéré le résultat numéro 4, qui est le chunk 01. C'est absolument ici qu'il y a le document. Donc, on peut aller le vérifier dessus. Donc, si on va sur le chunk 01, on voit que ici, il y a auteur, c'est pas nommé, c'est DeepSeek, et il y a la date. Donc, les informations sont ici. Donc, c'est ici que je voulais qu'il aille, et c'est ce qu'il a fait. OK. On va refaire un test, on va voir ce que ça donne. Donc, on va partir sur un clear. Et on va le tester. Si ça marche, vous avez vu en termes de... Je regarde la gestion du contexte. Honnêtement, on n'a pas chargé tant que ça. On est resté à 11%. D'accord ? Donc ça fait vraiment light. On n'a pas 58 pages qui sont parties dans l'interface. Donc mon objectif, ça va être de reposer la même question. Donc tous les documents dans le dossier RAW, normalement, sont écartés de la solution. Alors on va vérifier quand même. Donc on fait un clear. On part sur un contexte propre. On lance une wiki query. Je vais lui demander d'aller retrouver le concept du sparse. Donc je vais voir s'il va matcher à l'intérieur des documents. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que le modèle va directement quand même rechercher dans le fichier. Donc l'installation paraît pas trop mal. Là, il m'a exclu tous les éléments qui sont dans le fichier RAW. Donc ça, c'est pas mal. CTRL-O, on va essayer d'accéder au reste. Alors, ce que je vois pas, par contre, dans le fonctionnement, là, je l'ai pas vu partir sur le fichier index. Donc, ça, on va le rajouter. Modification d'instruction, démarre sur le fichier index. Écriture multiple, index-x, x-index du répertoire.
Donc, on va lui donner l'obligation de lire au démarrage le fichier index. Donc, je vous ai dit, c'est comme ça qu'on va corriger, qu'on va optimiser pour le rendre de plus en plus performant, de plus en plus light. Parce que cette fois-ci, il m'a chargé plus de documents. Et pour le wiki-query sémantique et pour notre système de wiki-query également. Donc, est-ce que le modèle quand même nous a répondu? Alors, regardez ce qu'il nous a répondu. Il a bien trouvé donc la documentation. Il a injecté le sparse method explain. Donc, il a extrait les données. Il a donné la représentation des documents qui sont à l'intérieur, donc on a pu récupérer ces informations. Mécanique du système sparse, les formules mathématiques, les avantages. On est à 12%. C'est pas énorme, c'est plutôt pas mal. Mais le seul truc qui m'embête, pour moi, c'est que j'ai pas vu le travail sur l'index. Donc on va refaire une tentative avec une vérification justement de la lecture de l'index. Et là, c'est intéressant ce qu'il a fait. Regardez bien la modif que je lui ai dit. Tout à l'heure, je lui ai dit de faire index X et X index. Il faut penser aux deux patterns possibles. Donc, il va chercher le fichier principal du répertoire index.md. Donc, quand vous aurez plusieurs index, il y aura un index global qui va router dans les différents répertoires. Mais après, rien ne vous empêche aussi d'aider l'IA. Quand je dis l'IA, c'est... Je vais vous montrer ce que j'entends par aider l'IA. Parfois, il ne faut pas être bête, et dans le sens, il ne faut pas pousser l'IA à perdre du temps inutilement. Si je lui dis de partir sur une wiki-query avec le système sparse, je peux très bien, parce que je sais normalement que c'est quand vous avez une base de données qui commence grosse, c'est quand même bien d'avoir une idée d'où on a les éléments. Je peux très bien, encore une fois, pour optimiser mon système et le coût, lui donner simplement le répertoire général, copy-path, je lui indique le path, donc on va gagner dans du temps. Et je vais lui dire de m'expliquer, alors j'écris souvent en anglais, navré, mais c'est vrai que c'est devenu une habitude, de m'expliquer le sujet. Donc je veux vérifier cette fois-ci dans son mode de fonctionnement qui me bascule bien dans une demande sur l'index en premier état. Allez, on va expandre pour aller voir ce qu'il a fait. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc première étape, il a trouvé le terme dans plusieurs éléments, si on regarde bien. Et là, c'est la première partie où il utilise que l'algorithme. D'accord? Donc là, ça nous coûte 0. En termes de puissance et de processeur et de contexte, c'est vraiment, boum, on exécute l'algorithme. Donc régulièrement, quand vous faites des modifications, il faut mettre à jour vos fichiers principaux index. C'est lui qui va permettre, quand vous ne savez pas où se trouve une data, c'est ce fichier qui va permettre de router dans tous les répertoires. Et c'est là où vous définissez en fait la profondeur de recherche. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Si vous voulez aller dans des sous-folders, vous donnez plus de profondeur à l'agent IA pour pouvoir aller rechercher plus de data. Voilà tous les conseils pour cette section. Maintenant, il faut mettre en application. On aura vu donc deux méthodes différentes pour coder des agents IA qui vont utiliser vos fichiers de travail qui sont stockés sur votre ordinateur. Ce qui est important, comme on l'a vu, c'est de préparer votre base de données, entretenir et nettoyer la base de données. Ne partez pas sur l'idée que ça va être l'IA qui va le faire tout seul. C'est pas possible. C'est trop compliqué à mettre en place. Et donc, c'est la raison pour laquelle, encore une fois, je vous le dis, les bases de données de type RAG, ça coûte cher à mettre en place. Cher, c'est relatif. Vu le service rendu et la précision, plus une IA permet de répondre à un problème d'entreprise, de travailler réellement à partir de vos documents, de manière sélective, plus vous gagnez en vitesse d'exécution. Ça, c'est un retour d'investissement évident. Plus on va créer des réponses génériques que l'IA n'est pas capable de comprendre ce qu'elle doit récupérer dans les datas, plus le modèle ne va pas travailler suivant vos documents, mais va travailler par défaut sur les données d'entraînement du LLM. Donc c'est cette logique-là qu'il faut comprendre. Le RAG, ça a du sens quand vous avez besoin de travailler à partir de vos exemples, de votre donnée, d'injecter des informations ultra précises dans des séquences précises, et il faut mettre en place un système qui soit capable de le récupérer, de l'injecter au point précis. Il ne faut pas envoyer des dizaines de documents non pertinents. Donc on a des séquences courtes, précises, qui sont basées sur des systèmes de recherche, et le premier élément de filtrage, si on n'utilise pas des systèmes avec un retrivial, c'est la recherche par keyword, en mettant un BM25, et derrière on va coupler une fonction grep, qui sont des fonctions complémentaires, et par-dessus, on va mettre un système de retrivial sémantique qui va se baser sur l'indexation pour aller rechercher les séquences en plus des mots-clés qui ont été identifiés dans les documents. Voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez trouvé d'autres stratégies. Mettez-le moi donc en commentaire. Et je vous dis à bientôt. Et dans la prochaine vidéo, on va travailler encore sur ces sujets passionnants de database. Dans cette section, on va parler de l'architecture du programme. Personnellement, je ne l'ai pas directement déployé et installé avec Claude. Je l'ai codé avec ChatGPT. Pourquoi? Parce que ça me revient moins cher en termes de tokens. J'ai tout codé avec ChatGPT 5.3 et la dernière passe, je l'ai mis avec ChatGPT 5.5. Les paramètres que j'ai utilisés ont été raisonnement high pour ChatGPT 5.3 codex et ChatGPT 5.5 en raisonnement high. Ça a été largement suffisant. Donc le
temps de maturation pour moi du projet, ça a été 3 jours. 3 jours, c'est-à-dire que j'ai 30 heures de raisonnement et il y a eu environ 8 heures pour tout mettre en place, corriger les bugs et développer le système. Alors, le système complet, je le mets dans l'accompagnement, one-to-one. Pour ce qui est de la méthode et des variables, je vous livre tout. Donc, à partir de ce draft, vous êtes capable de tout reconstruire si vous utilisez les prompts avec ChatGPT. Il faut suivre, en fait, exactement la structure qui est suivante. Alors, moi, j'ai codé en mettant des répertoires par défaut du système et les variables d'environnement de valeur par défaut sont les suivantes. Les top caches, je suis monté à 8 pour avoir 8 fichiers parce que 8, ça fait environ moins de 2000 tokens à injecter, donc c'est correct. On peut faire moins, mais je trouve qu'un échantillon de 8 fichiers, c'est pas mal. Si vous avez besoin de plus, vous modifiez la valeur de démarrage. Par défaut, le système va vous créer un fichier RAG. C'est-à-dire que moi, je l'appelle pas wiki, je l'appelle RAG. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. La structure des chemins, c'est agents, commande, exemple, script, test, package, tsconfig et système vitesse config. Ce sont les noms par défaut qui sont utilisés dans Claude Code. Donc pour moi, je préfère rester sur l'architecture de Claude. Donc ça, c'est la structure qui, si vous donnez cette structure donc à Claude, il sait exactement quels sont les folders qu'il doit construire. La partie de logique, elle est là. En fait, toute la logique, elle est là. Elle est compressée. Ça, c'est de la data compressée. Pour lui dire, tu as deux fonctions, un wiki query, un wiki index. Le système query, il est lancé par la commande dans le répertoire. Sa fonction est de lancer l'index.js et de lancer derrière un subagent qui s'appelle query sémantique. Vous avez une logique d'indexation avec le BM25 et les librairies installées pour la partie de fonctionnement des scripts qu'il faut sont tous installés dans le répertoire. Ce que je vais rajouter, fichier logique architecture BM25 en ASCII, fichier logique en ASCII fonctionnement des agents, intègre les fichiers dans le répertoire logique architecture. Donc on va créer deux fichiers logiques complémentaires qui vont vous permettre de coder ces sections. Donc on va démarrer sur un mode plan, on va le lancer, il va certainement me demander le répertoire d'installation. Donc là, il va résumer en fait les méthodes qui sont utilisées pour pouvoir les développer. Donc ce qu'il faut mettre en place, c'est la structure des agents. Alors les agents, rien de surprise, hein. Comme d'hab, hein. On a les mêmes variables qu'on a vues depuis le début des vidéos. C'est juste qui appelle quoi. Voilà. La commande appelle l'agent query appelle le subagent si les valeurs des BM25 sont inférieures à 3 et l'agent query sémantique va commencer à lire les fichiers d'indexation. Développer ce type de programme, au final, vous vous rendez compte que ça va prendre 3 jours et demi entre les tests, les runs et l'optimisation. Et si vous vendez donc des services où vous créez de l'automatisation comme ça pour les boîtes, il faut vous rendre compte que c'est du taf. Parce que 40 heures de taf, plus les mises à jour, plus les modifications à faire, ça se transforme facilement en 50 heures. Donc, il faut se rendre compte que ça, c'est de la compétence au final. Je pense que si je dois choisir le RAG plutôt que ce système-là. Après, bien sûr, pas tout le monde veut faire du RAG, pas tout le monde veut exporter les datas dans les databases, mais au final, le plus performant, ça reste du RAG. Ça, c'est un outil fast, rapide, mais qu'il faut arriver à coder. Donc, la première étape, c'est de donner à ChatGPT Codex, si vous utilisez Claude, travaillez avec Claude Opus 4.7 pour ce type de structure, c'est assez complexe. Au final, ça, c'est le fichier d'origine que j'utilise pour l'installation du système, et les deux fichiers que je vais vous donner, ce sont les fichiers complémentaires qui vont lui donner les instructions de comment sont codés les agents. Après, ce qu'il faut, c'est que vous personnalisiez, bien entendu, les répertoires d'installation. Si vous voulez l'appeler autrement que RAG, vous l'appelez autrement que RAG. Moi, par défaut, c'est RAG. Et ensuite, mon répertoire d'installation, c'est BM25. Un des points que j'ai intégré, je vous l'ai dit, au niveau des boucles itératives, c'est que je passe toujours un ensemble de tests pour vérifier si la logique de mon workflow et de mes folders et de mes chemins sont bons pour éviter d'arriver, de déployer un truc qui marche pas derrière. Alors, ça vous assure pas à 400% que tout soit fonctionnel, mais en général, ça permet de détecter des petits problèmes. Alors, on va regarder les architectures ensemble et on va regarder ensemble. Donc, ça, par exemple, quand vous allez coder la partie architecture BM25, vous lui donnez tout ça, tout simplement. Il y a tout, toute l'information, elle est compressée. Il lui explique, la query user va être lancée par la fonction wiki query. Donc, tu vas trouver le répertoire, tu vas résolve avec un K8, un top K, profondeur de recherche 4, l'index loop va démarrer avec le main index. Donc vous aurez un fichier qui s'appelle main index. C'est lui qu'il faudra mettre à jour pour tous les répertoires. Et derrière, vous avez une recherche qui va se faire avec les autres fichiers index relatifs. Il va exclure tous les dossiers qui sont dans les répertoires raw. Donc les répertoires d'exclusion, c'est ce qu'on a dit, c'est les répertoires raw. À partir de là, vous avez le chunk sémantique qui démarre. Vous avez le système qui va être donc l'agent query sémantique qui se lance une fois que le BM25 a terminé avec le grep. Et il va récupérer uniquement les chunks sémantiques supérieurs à 85. Donc je lui ai mis une valeur de score.
il va récupérer un max top K8 final chunk et il va construire un lexical index basé sur les scores du BM25 et du retrieval sémantique. Il va faire un re-rank fusion et envoyer la synthèse dans votre système. Donc tout ça, ça se fait dans une fonction fork externe. Donc là, vous avez toute la logique interne et l'architecture et les constantes. Vous pouvez modifier les constantes si vous voulez une valeur différente du chunk sémantique. Moi, je l'ai mis à 85. En général, c'est 82, 80. Bon, 85, c'est plutôt score élevé pour vraiment avoir que des fichiers ultra pertinents. Je vous mets le package JSON de l'architecture et la logique du fonctionnement des agents, le mapping, comment est-ce qu'il fonctionne. Donc vous avez la partie qui est l'agent query, on a déjà parlé, on vient de le faire, dans quel ordre ça se fait, et le système index. Donc l'index, on en a moins parlé. L'objectif, c'est de découvrir tous les fichiers index d'un répertoire et de construire le fichier main index, updater le fichier main index. L'objectif, c'est mettre à jour le fichier main index. Donc, le seul but de ce système, c'est de construire et d'updater l'index principal. C'est ce qui va servir à la fonction query. Donc, il faut le mettre à jour. Si vous apportez des modifications régulières, et moi, je suis pas partisan de dire l'IA va le faire à votre place, parce qu'elle le fera pas. Vous savez pas ce qu'il va mettre. Donc, ce qui est important, c'est en fait d'indiquer comment et quand, plutôt, il doit mettre à jour. Vous le savez, quand vous avez rajouté des nouveaux dossiers, quand vous avez rajouté des nouveaux folders, il faut mettre à jour le système. Si vous mettez un run automatique, vous imaginez même pas le nombre de fois où va scanner toute votre base de données et vous allez brûler votre forfait trop rapidement. Donc, vous avez le fonctionnement, les tools, les conditions de départ et les variables d'environnement que j'ai intégrées. Donc vous avez tout. Le fonctionnement du flow, comment il fonctionne. Donc ça, c'est la structure qui, si vous donnez cette structure donc à Claude, il sait exactement quels sont les folders qu'il doit construire. La partie de logique, elle est là. En fait, toute la logique, elle est là. Elle est compressée. Ça, c'est de la data compressée. Pour lui dire, tu as deux fonctions, un wiki query, un wiki index. Le système query, il est lancé par la commande dans le répertoire. Sa fonction est de lancer l'index.js. Alors, on va regarder les architectures ensemble et on va regarder ensemble. Donc ça, par exemple, quand vous allez coder la partie architecture BM25, vous lui donnez tout ça, tout simplement. Il y a toute l'information, elle est compressée. Il lui explique, la query user va être lancée par la fonction wiki query. Donc, tu vas trouver le répertoire, tu vas résolve avec un K8, un top K, profondeur de recherche 4. L'index loop va démarrer avec le main index. Donc vous aurez un fichier qui s'appelle main index. C'est lui qu'il faudra mettre à jour pour tous les répertoires. Et derrière, vous avez une recherche qui va se faire avec les autres fichiers index relatifs. Il va exclure tous les dossiers qui sont dans les répertoires raw. Donc les répertoires d'exclusion, c'est ce qu'on a dit, c'est les répertoires raw. À partir de là, vous avez le chunk sémantique qui démarre. Vous avez le système qui va être donc l'agent query sémantique qui se lance une fois que le BM25 a terminé avec le grep. Et il va récupérer uniquement les chunks sémantiques supérieurs à 85. Donc je lui ai mis une valeur de score. Il va récupérer un max top K8 final chunk et il va construire un lexical index basé sur les scores du BM25 et du retrieval sémantique. Il va faire un re-rank fusion et envoyer la synthèse dans votre système. Donc tout ça, ça se fait dans une fonction fork externe. Donc là, vous avez toute la logique interne et la logique du fonctionnement des agents, le mapping, comment est-ce qu'il fonctionne. Donc vous avez la partie qui est l'agent query, on a déjà parlé, on vient de le faire, dans quel ordre ça se fait, et le système index. Donc l'index, on en a moins parlé. L'objectif, c'est de découvrir tous les fichiers index d'un répertoire et de construire le fichier main index, updater le fichier main index. L'objectif, c'est mettre à jour le fichier main index. Donc, le seul but de ce système, c'est de construire et d'updater l'index principal. C'est ce qui va servir à la fonction query. Donc, il faut le mettre à jour. Si vous apportez des modifications régulières, et moi, je suis pas partisan de dire l'IA va le faire à votre place, parce qu'elle le fera pas. Dans cette section, on va parler de l'architecture du programme. Personnellement, je ne l'ai pas directement déployé et installé avec Claude, je l'ai codé avec ChatGPT. Pourquoi ? Parce que ça me revient moins cher en termes de tokens. J'ai tout codé avec ChatGPT 5.3 et la dernière passe, je l'ai mis avec ChatGPT 5.5. Les paramètres que j'ai utilisés ont été raisonnement high pour ChatGPT 5.3 codex et ChatGPT 5.5 en raisonnement high. Ça a été largement suffisant. Donc le temps de maturation pour moi du projet, ça a été 3 jours. 3 jours, c'est-à-dire que j'ai 30 heures de raisonnement et il y a eu environ 8 heures pour tout mettre en place, corriger les bugs et développer le système. Et les contraintes du système. Donc avec les
3-4 fichiers que je vous ai donnés, vous êtes capable de tout coder vous-même. Si vous voulez apprendre à utiliser l'IA de manière professionnelle et scaler votre travail, rendez-vous dans Maîtriser le meilleur de l'IA 2026. Vous allez apprendre à être un entrepreneur certifié qui automatise son business en moins de 15 jours. Étant donné que l'IA, aujourd'hui, c'est un domaine extrêmement dynamique, vous avez l'intégralité des mises à jour qui sont incluses. On est les number one au niveau des updates. Vous avez plus de 85 heures de cours que vous faites à votre rythme. Tous les modèles principaux d'IA sont présents dans cette formation. Vous avez ChatGPT, ChatGPT Codex, les agents IA et bien entendu Claude Cowork, Claude CLI. Vous allez devenir pro avec une trajectoire claire, un vrai niveau professionnel. Vous allez apprendre à nourrir un agent IA avec vos données de manière exploitable, propre et utile. Rendez-vous dans les formations juste en description. Rien que l'architecture, moi, ça m'a pris 3 jours à réfléchir. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'est-ce qu'il faut optimiser, dans quel ordre, de quelle manière. Alors, il n'y a rien qui est parfait. Faut pas oublier, pour moi, ce qui est parfait, c'est les RAG. Voilà, on va chercher. Si vous faire un truc bien, c'est les RAG qu'il faut mettre en place. Ça, c'est une option secondaire qui est rapide, qui permet de stocker sur l'ordinateur et de travailler aussi avec un LLM local. Faut pas oublier, hein, si vous voulez tout centraliser et arrêter de travailler à distance, on peut mettre un LLM local. Attention, pour les LLM locales, il faut prendre un LLM qui est une fonction agentique. Par test, je peux vous dire que le OS, par exemple, il passe pas. Donc, faut, à mon avis, essayer plutôt du Qwen 3 en idéalement minimum en 32B. Parce qu'en dessous, sinon, ça sera trop juste. Donc, vous pouvez très bien le coupler avec un petit forfait Ollama quand vous allez sur Ollama. Alors, si vous êtes en illimité et vous avez 200 € par mois avec Claude, c'est pas un problème. Mais sinon, des modèles qui sont utilisés, voilà, c'est le Qwen 3, mais en 35B. Moi, je l'aurais bien tenté en local, en 27, en 35. Je pense que il a une vision tous les thinking, donc ça, c'est sympa. Le Nemotron en local. Et sinon, si vous avez les forfaits, dans ce cas-là, basculez chez GLM5 et DeepSeek V4 en pro. Voilà, ça c'est les possibilités. Alors, combien ça coûte d'accéder 17 € par mois. Donc, je peux pas vous dire à l'avance si ils vont marcher, je les ai pas tous testés. Ce que je peux vous dire, c'est que ça peut diminuer votre facture parce qu'on peut quand même faire tourner un certain nombre de choses avec des IA qui ont été entraînées. Je pense que DeepSeek a été entraîné avec Claude. Il y a de fortes chances. Donc, je dis ça parce qu'ils ont pris, en fait, je sais pas combien de milliers de comptes qui ont utilisé Claude pour pouvoir faire un apprentissage par renforcement. Donc, je pense que DeepSeek est un très bon candidat pour pouvoir être utilisé. Mais vraiment, pour la partie dev et agentique, il a des très bons scores. Donc, je pense qu'il faut le tenter. Donc, codez votre système, utilisez l'interface, que ce soit Claude ou ChatGPT pour le développer, vous avez toutes les structures. Vous donnez la logique, vous lui donnez les fichiers. Code-moi chacun des fichiers dans un répertoire. Code-moi chacun des fichiers en suivant les instructions du fichier README. Prends un fichier à la fois et code chaque fichier. Vous démarrez de cette manière, vous basculez en mode plan, vous structurez un chouïa, restructure en format séquentiel en Markdown. Donc c'est bien de lui donner la liste des fichiers par contre. Vous passez en mode plan, vous lui donnez les 4 fichiers, il va les lire, il va les structurer, il va d'établir un plan, il va démarrer à coder, il va lancer des tests et hop, après vous passez à l'installation telle qu'on l'a fait dans le début de la vidéo.